Bienvenue au podcast Upika, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Cette semaine, c'est le retour des coins du geek, version 2.0. Je vous explique rapidement c'est quoi, puis on en reparle un petit peu pendant le podcast avec Charles Castonguay, que je n'avais pas nommé jusqu'à maintenant. Donc, en fait, Charles m'a écrit dernièrement parce qu'il trouvait que le coin du geek, c'était vraiment une belle tribune pour parler de trucs super geek, puis lui, il avait envie de participer davantage. Puis, évidemment, toutes les conversations que j'ai avec Charles, c'est toujours extrêmement enrichissant. L'autre jour, il est juste venu chez nous chercher du Upika, puis il était dans la porte d'entrée, puis il s'en allait pour s'en aller. Finalement, on est resté 15 minutes de plus à parler d'un truc ultra spécifique de sport d'endurance. On est deux tripeux de sport d'endurance, puis Charles a en plus la connaissance. Fait qu'il m'a dit, puis en passant, si vous voyez ma cicatrice ici, je suis tombé en vélo. Plus tard, je vais en parler dans un petit recap. Mais Charles m'a dit j'ai plein d'idées, j'ai plein de thèmes, j'ai plein d'invités potentiels. J'aimerais ça qu'on puisse en parler, qu'on puisse faire plus de coins du geek. Et évidemment que moi, ça m'a enchanté, cette idée-là, parce que ça fait longtemps que je veux en faire, que je veux aller deep. Je veux continuer à avoir des conversations sur le Upika Podcast avec des athlètes, comme j'en ai toujours, avec d'autres spécialistes, évidemment. Mais je trouvais que d'alterner de temps en temps avec un coin du geek qui va arriver... Là, en ce moment, je sors à chaque 2 semaines un podcast. Je vais essayer d'avoir le coin du geek qui arrive dans la semaine où est-ce que je ne sors pas d'entrevue avec invité. Je vais voir quelle forme ça va prendre au final, mais pour l'instant, c'est un peu ça que j'ai en tête. Donc, on va aborder des sujets ultra niche. Fait que si ça vous intéresse, bienvenue au coin du geek. Si ça ne vous intéresse pas puis vous voulez continuer à écouter les conversations que j'ai avec des athlètes, avec des entraîneurs, avec des nutritionnistes, peu importe, vous êtes le bienvenu aussi de ne pas écouter les coins du geek. Ça va être assez bien indiqué dans les titres des épisodes. Puis c'est ça, fait que ça c'est le premier de, je l'espère, une longue série. Il va y avoir d'autres projets qui vont être liés à ça. On va vous en parler. Un projet que Charles et sa troupe mènent de l'avant, qui est encore sous embargo. Donc, je ne vous parle pas de ça tout de suite, mais on va en parler. N'ayez crainte en temps et lieu. Le sujet du premier coin du geek, c'est un sujet qui me touche personnellement. C'est la sudation et l'hydratation. On fait vraiment un deep dive dans ça. On l'a abordé quelques fois, notamment avec Ben Boulanger. Qu'est-ce que c'est l'hydratation? Jusqu'à combien de pourcentage de poids corporel est-ce qu'on commence à perdre des capacités physiques? Mais là, on va vraiment plus loin dans la conversation. Charles nous donne littéralement un masterclass. Il est arrivé avec son ordi, puis il y avait un PowerPoint d'à peu près 45 slides parce qu'il avait donné une conférence là-dessus la semaine d'avant. Okay? Fait qu'il est calé, il sait de quoi il parle. Fait que bref, on adresse premièrement les 3 façons quand tu n'es pas dans un laboratoire comme les Norvégiens pour essayer de calculer ou du moins de quantifier ta déshydratation. Fait qu'il nous explique ces 3 méthodes-là, des méthodes qui sont quand même facile d'accès pour n'importe qui n'a pas, comme je disais, un labo. Et ensuite, il nous explique qu'est-ce qui peut se passer quand tu dépasses certains seuils, différents seuils de déshydratation. Et vous allez voir vers la fin du podcast, il nous fait des révélations assez impressionnantes sur la quantité d'eau qu'on peut perdre lors de l'effort. Moi, c'est quand j'ai dit au début que c'est quelque chose qui me touchait personnellement, c'est vrai, parce que je suis un sueur légendaire. Je ne sais pas si je dirais légendaire. En tout cas, je sue extrêmement beaucoup quand les courses sont chaudes l'été. Évidemment, c'est encore pire. Et Charles m'a fait réaliser que probablement que dans mes diverses courses qui ont mal été, il y avait beaucoup de ça parce que je réalisais pas à quel point tu pouvais perdre de l'eau puis à quel point tu n'es pas capable d'en boire suffisamment. Bref, suffisamment. Vous allez comprendre tout ce que je viens de dire là dans le podcast. Fait que sans plus attendre,
Je vais vous laisser à cette conversation. Le coin du geek 2.0, épisode 1, avec Charles Castonguay sur la sudation. Bon coin du geek. Salut, man. Salut, ça va? Yes, ça va bien, ça va bien. En direct de chez Musette. Yes, moi, c'est ma première fois. C'est ta première fois ici? Vraiment cool. Ouais, c'est vraiment une cool place. Ils sont assez gentils de nous laisser enregistrer un podcast en pleines heures d'ouverture. Là. Exactement. Fait que vous pardonnerez s'il y a un... Salut, man. Pardonnerez s'il y a un petit bruit de fond, mais ça risque d'être bien correct. Yes. Tu reviens directement d'Europe. Oui, avant hier, ouais. Avant hier, exact. Pour le marathon de Rotterdam. Rotterdam, un qui était ton objectif très beau marathon. Mon objectif A de l'année. Ouais. Qui était ma déconfiture. La deuxième. Non, de 2024, là, c'est ma première déconfiture, je te dirais. La première vraie, là. Ouais, je suis trop proche. Non, c'est parfait, ça va. Yes, parfait. Non, c'est ça. Au niveau décalage horaire, ça a vraiment bien été. Justement, t'en parlais avec Ben la dernière fois, là, à quel point c'est important d'être régulier au niveau digestif, au niveau et tout et ça. Fait que, moi, au niveau du sommeil, j'ai pas vraiment d'impact, je te dirais, au niveau du décalage. Mais j'ai pu observer, parce que ça faisait pas longtemps que j'étais allé en Europe, là, j'étais allé l'année passée quand même, mais pas en termes de compétition. Mais là, j'ai vraiment observé le décalage sur mon système digestif. Là. Ah ouais, hein? Ouais, on a commencé. Tu sais, les premières journées, j'étais décalé justement, puis la première journée, parce que j'étais arrivé vraiment à la dernière minute avec mon travail, je pouvais pas arriver très tôt. J'étais arrivé une journée et demie avant là, le départ. Puis c'était planifié comme ça, puis c'était correct. Mais le matin de la course, je me suis levé, j'ai essayé d'aller, d'aller aux toilettes. D'aller aux toilettes. On se le cachera pas, d'aller chier. Il n'y a rien qui met plus en confiance qu'une bonne crotte avant un marathon. Exactement. Quand tu le fais pas, tu pars pas en confiance. Ben, c'est exactement ce qui est arrivé. J'ai essayé, puis il n'y a rien qui voulait. Ouais. Même qu'on était vraiment proche du départ, on avait bien fait ça pour louer l'hébergement. Puis on est vraiment allé au départ pour aller porter un drop bag. Puis on trouvait pas le site de drop bag. Finalement, on est revenu le porter à l'hôtel. J'ai réessayé, puis j'avais couru 1,5 kg. Il n'y a rien qui voulait. Ça me mettait pas trop en confiance, mais je me suis dit, garde, c'est pas grave. Là, si ça sort pas là, ça risque de peut-être pas sortir pendant tout. Fait que let's go, tu sais. Malheureusement, c'est pas ça qui est arrivé. Puis malheureusement pour moi, tout ce qui est sanitaire ou toilettes au marathon de Rotterdam, ça ne semble pas être une priorité pour l'organisation. Malgré tout, là, le marathon est incroyable. Honnêtement, je pense qu'il y avait autant de monde qu'à Boston. Là. Peut-être que c'était dans ma tête, là, mais la ville est vraiment comme mobilisée pour ça. C'est vraiment cool. Mais à partir de 10 kilos à pace marathon, que normalement je fais l'entraînement pendant 1h30 avec des fréquences bien flat, que ça va super bien. Après 10 kilos, je commence à avoir des crampes, des ballonnements, des gaz et tout. Là, ça filait plus pantoute. Puis ça a fait ça pendant une bonne heure et quart, 1h30, avant que je puisse décharger tout ça au kilomètre 30 à peu près. Parce que partout sur le parcours, je voyais une toilette là, mais c'était toujours en arrière d'une fence. C'était pas indiqué. Les zones de ravitaillement, c'est genre 200 mètres quasiment, sont vraiment cool, les zones de ravitaillement, mais en tout cas, c'était difficile. J'ai arrêté une fois à 23, il y avait une file de 2 personnes, il y avait une toilette, ça marchait pas. Ouais. Mais finalement, mes fréquences ils étaient tellement emballées. Là, je chantais plus mes jambes, ça allait plus. Là. C'est pas bon. Là. C'est vraiment pas bon. C'est ça le désavantage de courir après des marathons rapides, c'est qu'il faut que tu voyages pour y aller. Exact. Puis, juste moi, là, je retourne en Espagne lundi, puis quand je suis allé la dernière fois, c'est une semaine que t'es pas toi-même. Non, exact. Puis si t'arrives pas là une semaine d'avance, j'ai de la misère à penser que tu vas offrir ta meilleure performance. Je commence à le croire décalage aussi. de 6 heures, là. Si t'arrives, c'est ça. Moi, je pense une semaine d'avance, puis tu sais, tout le monde, on a nos vies, là. Tu le dis, t'as le travail, tu peux pas te permettre de partir une semaine, puis si tu le fais avec des vacances avec ta blonde. Exact, c'est ça. Tu le fais pas tout seul avec les boys, là. Exact. Fait que non, moi, je pense pas que tu peux offrir ta meilleure performance en allant 6 heures de décalage en 3 jours. Là. Non, c'est ça. Je pense que, tu sais, avec 1, 2, à la limite, je pense que 3 heures de décalage, c'est quand même relativement correct. Si t'en vas à la côte ouest, là, encore, tu peux même te préparer un peu avant c'est ici. Ça, exact. Correct, là, puis au niveau, comme je te dis, au niveau du sommeil, ça a été correct. Là, j'étais bien correct, mais c'est vraiment au niveau de mon système digestif. Là,
Ouais. Ça n'a pas passé. Puis, tu sais, j'ai quand même fait 2h45. Là, Ce qui est un bon temps quand même. Très bon temps, mais quand tu visais 2h29, c'est ça. c'était un peu décevant. Puis tu l'avais quand même, c'est ça, parce que je voyais tes entraînements, les tests, tous les tests indiquaient que t'étais pas mal plus fort que l'année passée à pareille date. Oui, exact. C'était vraiment C'était l'année passée à pareille date. J'ai passé au demi à Boston, justement, en 1:14:30 avec Ryu. Puis ça allait encore vraiment bien, puis mes fréquences étaient basses. Là, c'était un marathon encore plus vite que Boston. C'est ça, puis là, j'ai passé en 1:15:30, puis j'étais dans le pétrin, puis j'avais mal partout déjà. Ça filait plus, là. C'était une mauvaise journée. Ouais, mais c'est ça. C'est une mauvaise journée qui tombe mal, mais tu sais, je me suis pas aidé avec le décalage et tout. Ça, mais exact. On apprend toujours. J'ai voyagé beaucoup en Europe avec ma job, mais j'avais jamais performer, tu sais, arriver puis performer, comme les athlètes font souvent, puis je leur donne tout le temps plein de bons points à travailler, tu sais, couche-toi plus tôt avant, tu sais, justement, on va arriver une semaine avant pour que tu t'adaptes avec ton horloge interne et tout. Moi, t'as ignoré tout ce que tu donnes comme conseil. Comme un bon cabochon, fait que ça donne le résultat. On apprend ça, on apprend nos erreurs. Ouais, c'est la vie, mais bon, parlons de notre sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le fond, tu sais, le Upika Podcast, c'est ça depuis le début que ça change, puis que je cherche pas que je cherche, mais que je suis mon instinct, puis que je veux avoir les conversations que je veux avoir, puis je réalise que ça rejoint de plus en plus de monde. Puis là, tu m'as approché avec une idée que j'ai vraiment aimée. Le coin du geek, on en parlait déjà, j'en ai déjà fait une couple de fois, on t'a reçu plusieurs fois pour faire le coin du geek, mais là, tu m'as proposé d'amener le coin du geek à un autre niveau. Puis je pense que c'est vraiment pertinent de le faire, puis que les gens vont apprécier. Peux-tu me parler un petit peu de ça, puis là, on jase entre nous, là, même devant les gens? Là, ouais, exact. Mais dans le fond, quand je t'ai approché, c'était vraiment mon idée vraiment prendre des sujets pointus, puis partir justement d'une étude scientifique, puis discuter avec soit entre toi puis moi, si je me considère assez correct, puis toi aussi, pour en parler de façon intelligente pendant 20-30 minutes, ce qui n'est pas le cas nécessairement. C'est pour ça que j'ai pensé... Moi, c'est jamais le cas, mais... non, mais honnêtement, tu es un très bon vulgarisateur aussi, puis je pense que tes questions sont tout le temps très, très pertinentes. C'est ça qui est c'est ça, cool, moi, je joue le rôle de la personne qui écoute en ce moment. Exactement, fait que c'est parfait. Puis dans les moments où je pense que quelqu'un serait meilleur que moi dans mon cercle pour en discuter, ben là, on va amener justement une étude, on va en parler, puis là, on va faire venir un physiologiste, on va faire venir un psychologue du sport, on va faire venir un autre spécialiste dans tel domaine pour parler d'un sujet pendant 20-30 minutes très précisément. Comme je te dis, moi, je me suis fait souvent approcher ou fait commenter par des gens que c'était vraiment le fun d'avoir des sujets précis, là, souvent dans les podcasts. Fait que je pense que ça va être une belle collaboration, puis ça va vraiment être cool. Tout à fait. Fait que pour les auditeurs, juste rapidement, on va conserver les podcasts où est-ce que je reçois des invités, des athlètes, parler de leur parcours et tout ça. Mais on va intercaler aussi le coin du geek à une fréquence plus régulière que vous serez à même de vouloir écouter si le sujet vous intéresse ou de skipper si le sujet vous intéresse pas. Mais ça va être tous des sujets très intéressants qui sont liés de façon très... en proximité avec le sport d'endurance, évidemment, puis la performance. Fait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que je voulais parler, ça fait longtemps, parce que moi, je suis un sueur. Un sueux. Professionnel. Je suis un sueux. Je suis une des personnes qui sue le plus que je connaisse. Puis tu sais, là, on fait pas des concours de suage, mais je pense qu'on pourrait en faire, puis je pense que je sortirais quand même élevé. Parce que toutes les courses que j'ai faites qui faisaient un petit peu chaud, 20 minutes après le départ, c'est comme si je sortais d'une douche. D'une douche, Puis j'ai toujours pensé, avec une croyance assez forte, que c'était au détriment de mes performances, puis que ça expliquait un peu pourquoi, moi, dans des conditions chaudes, je sous-performe toujours. Donc là, on va parler de sudation. Exactement. Sudation, puis l'hydratation dans des conditions chaudes. Exactement. Parfait. Tout ce qui est hydratation, en fait, je pense que ce serait intéressant d'amener justement peut-être Ben ou un autre nutritionniste pour en parler de façon très précise sur
mettons, peut-être les différences entre les breuvages qu'on peut prendre, parce que tu as plusieurs types, là, justement. Tu as des hypotoniques, isotoniques, etc. Donc ça, je pense que tu pourrais avoir peut-être un petit coin du geek avec quelqu'un d'autre là-dessus, justement. Ça pourrait être intéressant. Mais au niveau de la sueur, en général, il y a beaucoup à dire. Sueur et hydratation et déshydratation et perte de performance en particulier. Parce que oui, dans l'environnement chaud, là, s'entraîner à la chaleur, il y a énormément de bénéfices. On pourra en faire un épisode, là, justement. Mais tu en avais fait un avec Jacker aussi un peu. Oui, mais c'était plus un protocole de chaleur exactement. que les bénéfices d'un entraînement à la chaleur. Mais là, il y a une liste là, vraiment très, très exhaustive. Ce sera pour un autre coin du geek. Oui, parce que je pourrais te faire 20 minutes là-dessus seulement. Puis ça va devenir de plus en plus important aussi, cet entraînement à la chaleur avec le réchauffement climatique. Maintenant, nos étés sont de plus en plus chauds. Puis avant, au Québec, tu pouvais t'entraîner l'été sans qu'il y ait de 35 degrés. Mais maintenant, ça arrive maintenant, dans mon cas, essayer de trouver un marathon qui fait pas 20, là, c'est tough. Là, impossible, Puis que c'est pas en plein milieu du mois de décembre quelque part non plus. Marathon de Québec, souvent. Ouais, c'est quand même pas si pire. Mais tu sais, même à Ottawa, c'est quand même tôt dans l'année. Sauf qu'à Ottawa, c'est toujours le premier week-end chaud. C'est ça, exact. Toujours. Moi, je l'ai fait 2 fois, puis les 2 fois, il y a fait 30, là, je pense. Là, puis je me suis fait avoir. T'es pas prêt parce que tu sors de l'hiver. Non, puis tu veux t'ostiner un peu à maintenir ton objectif, puis là, tu te fais ramasser parce que c'est pas vraiment possible, finalement. J'ai une vidéo de moi qui franchit la ligne d'arrivée à Ottawa après avoir passé dans les 2 derniers kilos de 4,02 à 4,35. Puis être capable de faire 4,35 juste par mémoire musculaire. Là, il n'y a plus rien qui fonctionne à part juste un pied devant l'autre. T'es chanceux parce que moi, à Rotterdam, c'était même pas de la mémoire musculaire. Là, c'était du traînage de pied. En tout cas. Mais bref, la déshydratation, tout le monde sait un peu c'est quoi. Là, c'est la perte d'eau corporelle et de sels minéraux, on va dire. Puis ça a beaucoup d'effets néfastes en fait, sur le corps. Là. Ça peut amener de l'hyperthermie, des dysfonctions au niveau des organes, même métabolique et dans les cas très extrêmes, la mort. C'est pas ça qu'on veut, mais ça a déjà arrivé là, qu'il y a des gens qui fassent un peu d'insuffisance cardiaque ou des problèmes cardiaques en état de déshydratation dans une course puis que ça les a amenés à la mort, malheureusement. À chaque année, on entend parler d'une histoire. Là. On n'est jamais capable de dire exactement c'est-tu l'hyperthermie ou la déshydratation, mais c'est un petit peu lié ensemble, veut pas, là, dans un certain cas. Donc, qu'est-ce que ça fait, la déshydratation? Là, ça peut faire drastiquement diminuer la performance. Ça fait augmenter la fréquence à l'effort pour un pace qu'on est connu, finalement. On va être plus haut, on va battre plus haut. Ça augmente par ainsi la contrainte cardiovasculaire. Donc, notre cœur travaille beaucoup plus fort pour un effort qui est supposé être moindre, en fait. Il y a une diminution de la thermorégulation générale. Donc, notre corps a de la misère à diminuer la température corporelle. Augmentation de la température centrale et augmentation de la température de la peau à l'effort. La peau, elle, qui extrait justement la sueur et tout, là, qui veut se maintenir un peu plus bas pour être capable justement de faire l'échange avec l'environnement. Mais on n'est pas capable lorsqu'on est déshydraté. Ça fait perdre la sudation, en fait, parce qu'à un moment donné, on n'a plus rien à suer. Donc, on perd notre capacité de sudation. Puis juste une mini parenthèse, la sudation, le corps, c'est pour se thermoréguler. Exactement. C'est pour la principale facteur, c'est pour éviter l'hyperthermie qu'on dit. Puis l'hyperthermie, là, c'est quand ton corps atteint X degrés central, puis qui pourrait être néfaste au fonctionnement de tes organes, qui pourrait les détériorer principalement au niveau du cerveau, au niveau du cœur, etc. Donc quand on va monter on prend la température souvent, là, mais quand tu fais du 40 de fièvre, ça file pas. Là. Donc si à l'effort tu te rends là, ça peut altérer justement des fonctions très vitales de ton corps. Puis là, c'est ça, c'est très, très néfaste là, à ce moment-là. Ça augmente tes inconforts gastro-intestinaux, ça diminue, augmente la sensation de fatigue aussi, ça augmente la sensation de soif, on va en parler. Ça diminue le volume sanguin parce que quand on sue beaucoup, il faut la prendre quelque part, cette eau-là en général, puis il y en a une partie qui vient du sang, donc du volume sanguin, fait que ça fait diminuer un peu notre plasma puis notre volume sanguin, donc c'est pour ça que notre cœur travaille beaucoup plus fort parce que notre sang devient un peu plus visqueux, plus thick, puis là, ça fait emballer nos fréquences cardiaques là, comme jamais. Voilà. Donc, il y a quelque chose que tu n'as pas mentionné, puis qu'on en avait déjà parlé, nous, ensemble, puis que c'est comme quelque chose qu'on se questionne beaucoup dans les conversations que j'ai. Ça n'a pas l'air très clair, les crampes musculaires.
Ça n'a rien à voir avec l'hydratation? Non, c'est sûr que ça a un rapport avec l'hydratation. Les crampes musculaires, c'est un facteur, mais on pourrait faire un coin là-dessus, justement, là, un coin du geek là-dessus, mais c'est vraiment multifactoriel. Je pense qu'il y a 10 à 12 facteurs généraux qui peuvent être identifiés pour les crampes musculaires. Il y a des facteurs génétiques, il y a l'environnement dans lequel on se situe, la caféine, certains médicaments, la fatigue quotidienne de la journée. Je pense qu'il y a le manque d'endurance musculaire, on va dire, là, parce qu'il y a des gens qui font la muscu ont moins tendance à avoir de crampes, etc. Il y a l'hydratation corporelle qui influence beaucoup. C'est un énorme facteur, mais c'est pas le seul non plus. Ouais, je comprends. C'est sûr que si tu es un énorme sueur, ben là, ça va avoir une plus grosse incidence, puis tu vas probablement avoir tendance à faire plus de crampes. Parce que si tu es en état de déshydratation, ton cœur travaille plus fort, tes muscles travaillent plus fort, parce que tes muscles aussi ont besoin d'une certaine quantité d'eau pour produire de l'énergie, etc. Donc, à un moment donné, ça devient... L'arbre est dans ses feuilles, puis tout se nourrit. Exactement. C'est là que ça casse. Oui, exact. Mais ça serait un autre sujet à parler avec Ben. Peut-être qu'on pourrait en discuter un peu plus. Mais ouais, c'est vraiment multifactoriel. Je pense qu'il y a 12 facteurs répertoriés, mais la déshydratation, c'en est un assez fort, là, justement. Donc, comment ça se passe au niveau du cerveau? Ben, quand tu es déshydraté, il y a certaines hormones qui sont sécrétées justement dans ton cerveau pour essayer d'alimenter la sensation de soif qu'on dit. Mm-hmm. Puis là, il y a un gros débat justement sur est-ce qu'on devrait boire à sa soif ou avoir une stratégie justement hydrique? Comment on fait pour savoir si on est dans un bon état d'hydratation? Justement, ben, il y a plusieurs études là, qui en font le débat puis qui vont se relayer, s'envoyer un peu la balle sur certains paramètres. Donc, si je vais très rapidement, pour évaluer l'état hydrique en général, au niveau de la science, il y a plusieurs méthodes qui sont complexes. Là, on parle de prise sanguine pour évaluer l'analyse sanguine des marqueurs plasmiques, les modifications de l'osmolalité et l'osmolarité, les valeurs de sodium, l'hématocrite, etc. On peut pas l'évaluer par nous-mêmes avec le feeling. À moins que tu sois Christian Blumenfeld, puis que là, lui, il se met exactement dans les conditions de sa course pour se faire prendre une prise de sang, pour pouvoir planifier ses affaires. On n'a pas ça. On n'a pas ça nécessairement. Même chose pour l'analyse sanguine. On peut le faire aussi parce qu'il y a des marqueurs qu'on peut observer dans l'analyse de sanguine, de l'urine, pardon. Aussi l'osmolalité aussi, la densité, la couleur, etc. Donc, on peut faire des analyses au niveau scientifique, rapides, mais quand même qui vont nous donner un état de notre hydratation. Ensuite, il y a les changements de masse corporelle. Il y a d'autres variables comme l'eau totale mesurée par dissolution isotopique et estimée par analyse de bioimpédance électrique. Justement, on n'a pas ça à l'entraînement. Non, c'est ça. C'est quand même, j'ai comme 2 mots sur 3, je n'ai pas compris, fait que je sais pas chez nous. Là. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, on veut des moyens un peu plus faciles et facile, mais malgré tout quand même précis. Oui, exactement. Mais c'est ça l'enjeu. C'est ça que je veux t'amener comme problématique, c'est que malgré tous les beaux mots que je viens de dire, il y a quelques études qui ont prouvé que 3 facteurs principaux faciles à évaluer sont vraiment bien pour évaluer ton taux d'hydratation quand tu performes dans un événement chaud puis que tu sues énormément, justement. Donc, ces 3 facteurs-là, c'est quoi? Qu'on veut pour maintenir ce qu'on appelle l'hydratation. Puis c'est quoi l'hydratation? C'est un bilan hydrique qui va être normal dans ton corps. Donc, qui va correspondre à un gain, c'est plus rare, ou une perte qui est plus fréquente de maximum 1% de ta masse corporelle. On va en parler un petit peu plus tard. Donc, on veut maintenir l'hydratation par 3 facteurs, soit le premier, la sensation de soif, très importante, la quantité et la couleur de ton urine, et la 3e, c'est justement la perte de poids corporel qui vient par majoritairement la sudation. Donc, ces 3 facteurs-là qui vont nous permettre à l'entraînement, à la compétition, de voir justement si on est dans un bon état ou pas. La sensation de soif, permets-moi de questionner quelque chose qu'on me dit depuis que je suis tout petit. Vas-y. Quand tu as soif, il est trop tard. C'est ça qu'on m'a souvent dit. Ouais, malheureusement. C'est pas comme ça que ça marche réellement? Ben en fait, je vais en venir là, un petit peu plus tard, justement, mais... Excuse-moi, j'ai jumpé. Non, c'est bien correct. Parce que c'est quelque chose... Moi, on m'a toujours dit ça. Faut pas que tu aies soif. Assure-toi de pas avoir soif. Fait que là, tu bois. T'as jamais vraiment soif. En même temps, t'es comme ballonné. T'as trop bu. C'est ça, exactement. Fait que il y a un petit bémol à apporter là-dessus. En fait, il y a 2 façons de voir ça. C'est soit te fier à ta sensation de soif ou d'avoir une stratégie ad libitum qu'on appelle, donc d'avoir un plan hydrique
hydrique un petit peu plus, qui est basé sur des tests que tu fais sur toi-même. Sur la sensation de soif à l'entraînement. Oui, et sur ta perte dans un environnement, ta perte de sueur. Dans un environnement contrôlé qui va ressembler à celui de ta exactement, course. Voilà. Fait que tu sais, ça, tu peux le contrôler. Puis en ayant des barèmes fixes un peu plus, ben tu vas pas en boire trop, parce qu'on va en parler plus tard. Boire trop, ça peut amener d'autres problèmes aussi au niveau gastro-intestinal et à d'autres facteurs aussi dans ton corps. Fait que tu veux être dans le sweet spot, puis ce sweet spot-là, tu veux justement l'évaluer avec ces 3 facteurs-là que je te disais. Tu sais, la sensation de soif, la masse corporelle que tu veux maintenir avec un plan hydrique que tu as établi avant, puis la couleur de l'urine pendant l'effort ou même après, ça peut te donner des bons repères. Et là, je t'amène l'étude justement de Chevron et Savka. Désolé, je prononce mal ton nom, monsieur. Dr Savka. De 2005, assez vieille, mais qui a été vraiment répertoriée souvent par ses pairs. Jusqu'en 2024, une étude là, qui est sortie le mois dernier par Keefe, qui utilisait encore son diagramme, donc qui est vraiment repris souvent et validé pour justement, on appelle ça le Hydration Assessment, donc l'évaluation hydrique du corps, de ton hydratation corporelle, qui comprend les 3 facteurs que je viens de nommer. Donc, sensation de soif, la masse corporelle et la couleur de l'urine, qui représentent 3, on appelle ça le diagramme de Venn, le WUT, donc en français, ça ressemblerait à poids, urine et soif. On pourrait l'appeler le PUS. 3 cercles, en fait, qui sont déconnectés, et quand on les ramène au centre, l'un avec l'autre, qui font un peu une espèce de fleur, en fait. Donc, le premier cercle se croise avec le deuxième, qui se croise avec le troisième, qui se croise avec le premier. Et ils ont une espèce de point adjacent au milieu qui est tous commun. Et là, ils ont tous des points adjacents un envers les autres, mais au milieu, ils ont aussi l'histoire. C'est l'histoire. C'est le diagramme de Venn. Allez voir ça sur Google. Oui, exactement. VENN. Et finalement, ben, qu'est-ce que ça dit? C'est que quand tu as 2 facteurs que tu peux évaluer pendant ton entraînement ou après pour évaluer ton état d'hydratation, c'est vraiment bon. Puis ça va te donner un état assez fiable de ton hydratation corporelle. Mais quand tu as les 3, c'est vraiment l'idéal. Puis c'est prouvé que c'est aussi efficace que faire des analyses sanguines puis urine en laboratoire même, là, pour l'entraînement en tant que tel. Puis c'est vraiment des sensations qui sont fiées sur ton ressenti. Puis ben, des affaires très objectives comme ton pupille et quelle couleur. Puis à l'entraînement avant, selon des tests que tu as fait, tu as perdu combien de poids à tant de degrés pendant tant de temps. Là. Ça, c'est vraiment très, très basique. Là. Donc, c'est assez intéressant comme diagramme. Donc, avoir un de ces 3 paramètres-là, c'est bon, mais avoir au moins 2 de ces paramètres-là dans ton entraînement, c'est quand même assez intéressant. Fait que là, on va en parler justement de ces 3 paramètres-là. Donc, je parlais de la perte de poids induite par la sudation. De la couleur de l'urine et de la sensation de soif. Commençons par la sensation de soif. Et ça a été l'objet de moult débats là, dans les dernières années. Là, on a entendu quand même parler souvent justement, faut-tu se fier à sa soif, faut-tu pas se fier à sa soif? Eh bien, il y a beaucoup d'études là-dessus qui se contredisent un petit peu, même qui se contredisent dans les termes, parce que là, je l'ai lu des études qui parlaient de sensation de soif puis du phénomène ad libitum qu'on appelle, donc qui est une espèce de stratégie hydrique dans ta compétition. Mais là, il y a des études qui prenaient le ad libitum comme si c'était la sensation de soif. Là, ils mélangeaient toutes les cartes ensemble, finalement. Il n'y a même pas de consensus. Là, toi, tu les as toutes lues pour nous expliquer grossièrement c'est quoi ton interprétation de ces échanges. Exactement. Fait que la sensation de soif, les faits un peu plus établis qu'on a, c'est que la sensation de soif au repos, en général, même pas à l'effort, au repos, va se produire autour de 2% de perte de poids corporel. Donc, quand tu fais peut-être une activité très légère, tu prends une marche ou juste dans ta journée en général, tu bois pas du tout. Lorsque tu t'approches du 2%, ben là, tu vas avoir une sensation de soif qui va être déclenchée. Ça peut s'appliquer aussi à la performance quand même. La sensation de soif une sensation de soif qui va être altérée ou diminuée, ça va permettre, selon les études aussi, une performance qui va être maintenue. Donc, si tu es capable de enlever ta sensation de soif, tu vas être capable de maintenir ta performance en général, ce qui fait quand même beaucoup de sens. Mais la majorité des athlètes peuvent utiliser la sensation de soif pour combler ça. Cependant, s'hydrater seulement avec la sensation de soif, c'est pas idéal pour maximiser la performance. Et ça, là, c'est très mitigé dans la littérature pour les épreuves d'ultra-endurance. Pourquoi? C'est qu'à l'effort, il y a beaucoup d'athlètes que la sensation de soif semble absente ou vraiment un peu, ça part un peu dans
n'importe quel sens. Ouais. C'est un petit peu fuck all, excuse-moi comme terme, là, mais ça part à gauche puis à droite. Ouais, je comprends. Ils ont pas, la sensation de soif n'est pas bonne pour eux. C'est comme, ils sont pas capables, c'est des gens souvent aussi qui seront pas capables de mettre un chiffre sur leur effort. C'est ça, exact. Ils n'ont pas vraiment de ressenti corporel, ils sont pas assez développés là-dedans. Là. Fait que dans ces cas-là, c'est vraiment pas une stratégie qui va être très optimale. Faut que tu sois quand même in tune avec tes sensations intérieures là, pour comprendre. Tu sais, surtout dans un effort de haute intensité ou de longue endurance. Là, quand tu es rendu à 8e heure de ton ultra, c'est dur de dire j'ai-tu soif, j'ai-tu mal au cœur, j'ai-tu en train de mourir, j'ai-tu envie de chier. Genre, c'est dur de savoir c'est quoi, dans le fond, le problème. Là. Exact. Parce que tu sais, la sensation de soif, en particulier, c'est vraiment au niveau du cerveau que ça se passe. Puis il y a vraiment des zones cérébrales qui vont être stimulées par plusieurs phénomènes qui se passent dans ton corps quand justement tu commences à être déshydraté. Donc, ça devrait être un peu activé de façon normale par ton corps, mais j'imagine que la perception que l'athlète en a après, ça varie énormément, là, finalement. Fait que, tu sais, c'est un bon... c'est un bon moyen, mais en même temps, comme j'ai vu, il n'y a pas il y a pas de recommandations ou il n'y a pas de consensus universel vraiment là-dessus. Là. C'est assez mitigé. La quantité de liquide possible de consommer, la tolérance gastro-intestinale et le taux de sudation varient vraiment interindividuel. Donc, la sensation de soif peut varier aussi là, interindividuellement. J'ai pris une étude, par contre, de Perriard 2020 qui est vraiment intéressante, qui explique un peu, justement, comme je vous expliquais, le phénomène de la soif, comment ça se produit, etc., au niveau du cerveau. Donc, il y a une perte de volume plasmique, une perte de smolarité plasmatique, etc. Il y a une perte de masse corporelle, puis là, ça se déclenche dans ton cerveau. Et là, lui, qu'est-ce qu'il recommande par rapport à plein d'études qu'il a analysées, justement, c'est que pour des efforts qui vont être d'une durée de moins de 60 minutes dans un climat qui va être frais à tempérer, on peut se fier à la sensation de soif pour guider notre état hydrique un petit peu. Ouais. Par contre, lui en arrive à son consensus à lui ou son idée à lui que lorsqu'on fait justement un effort d'intensité modéré à élevé dans une durée qui va être plus de 60 minutes, donc souvent les ultras c'est beaucoup plus que 60 minutes ou l'endurance en général, et dans un climat tempéré à chaud, il faut avoir un plan hydrique ou une stratégie ad libitum. Si les gens considèrent que c'est avoir un plan hydrique, c'est la stratégie ad libitum. Là, parce que les chercheurs n'étaient pas convaincus de ça. Là. Ils se bataillaient un peu pour ce terme-là qui avait de l'air à vouloir dire deux choses différentes. Mais prenons ici que c'est avoir un plan hydrique. Donc, dans un environnement chaud de plus de 60 minutes, avoir un plan hydrique, c'est mieux que de se fier à la sensation de soif. Ouais. Mais, comme je le disais, la sensation de soif, c'est un bon paramètre si tu es habitué, puis si ta perception est bonne, finalement. Parce qu'il y a beaucoup d'études que j'ai vues qui disaient, qui comparaient les deux, justement, qui obligeaient les athlètes à avoir un plan hydrique, qui obligeaient la sensation de se fier à la sensation de soif. Puis la performance était quand même similaire à la fin. Ouais. Ce que souvent les études ils vont dire, comme Perriard, justement, c'est que dans une épreuve d'ultra-endurance de, par exemple, 5-10 heures, le problème, c'est que des fois, l'état mental peut être altéré un peu. Donc, d'avoir une stratégie hydrique, ça peut être bénéfique, parce que tu n'as pas à te poser la question si tu as soif ou pas. Ouais. Tu fais juste suivre le plan à la lettre. Puis si tu l'as calculé un peu avant, justement, comme on va voir, ben, ça te permettrait de... C'est déjà ça que tu n'as pas à penser. Là. Exactement, exactement. J'ai l'impression que la sensation de soif, du moins de mon expérience, c'est rare que j'ai un peu soif. C'est soit j'ai pas de sensation de soif ou soit j'ai la gueule sur l'asphalte puis faut que je descende ma bouteille au complet. Ouais, fait que c'est ça, c'est quoi l'échelle de ça? C'est quoi? C'est quand ça arrive à 5, genre. C'est ça, exact. Je suis capable de savoir 1 c'est quoi puis 10 c'est quoi, mais c'est rare que je suis à 5. J'ai un peu soif. Il faudrait que je boive un peu. Soit faudrait que je me verse la bouteille dans la bouche ou j'ai pas soif, tu sais. Ouais, fait exact. Moi, probablement, peut-être aussi que la raison pour laquelle c'est ça, c'est parce que je fais toujours un plan. Genre, depuis que je m'entraîne, j'essaie de boire une grosse gorgée à chaque 10 minutes. Exact. Tout le temps. Fait que tout est plus quand je faisais de la natation, c'était ça aussi. C'est une grosse gorgée à chaque 10 minutes. Peut-être que ça te nuit par rapport à ta sensation de soif. Ça a peut-être déconstruit ma capacité à me filer moi-même. Là. Exactement. Ouais. Mais je veux dire, en même temps, si tu es dans un environnement qui te permet d'avoir accès à de l'eau ou des électrolytes, peu importe la boisson sportive, ben, as-tu vraiment besoin? Mais ça a fait que je suis arrivé à l'UTHC puis que j'ai manqué d'eau entre deux ravitaux parce que je prenais une grosse gorgée à chaque 10 minutes puis à amener 17 kilos puis là... Il n'y en avait plus.
Tu l'as plus, là. Exact. Ouais. Ouais. Fait que, Mais en tout il cas, y a bref. certains avantages, Ouais. inconvénients. Là. Mais ça, c'est une bonne question parce que justement, c'est quoi l'échelle de sensation de soif? C'est ça, Toi, ouais. tu dis, toi, c'est quasiment 0, 5 ou 10. Là. Ouais. Mais justement, il y a des échelles sur 10, il y a des échelles sur 8, il y a des échelles sur 5. La plupart du temps, je trouvais celle sur 8 qui disait que justement, le 1, c'était not thirsty at all. Donc, j'ai vraiment pas soif. Le 8 étant, j'ai vraiment soif. C'est ça qui marque le very thirsty. Puis entre les deux, ben, il y a le numéro 4 que c'est neutre. Donc, t'as aucune sensation par rapport à un ou à l'autre. Quand t'es à 4, Mais t'es correct. C'est parce qu'aucune sensation, on dirait que pour moi, aucune sensation, Ça c'est existe pas. j'ai pas soif. Ouais, c'est ça. Fait que toi, ça serait Tu sais, 2, moi, mettons. aucune Exact. sensation, ce serait 1, tu Ouais. comprends? Ouais. Mais Je en pense tout que cas- ça prend de l'entraînement. Parce que moi aussi, Ouais. tu sais, je regardais les échelles. Puis Mais j'étais- c'est quoi 1, j'ai vraiment pas soif? À quel point t'as pas soif? Ouais, c'est ça. Comment tu peux avoir vraiment pas soif? Quand tu viens de boire une gorgée d'eau, t'as peut-être vraiment pas soif. Genre, tu viens de après. descendre une. Ouais, ok, je comprends. Ouais. Ouais, tu Fait que viens je pense de que ça descendre un verre d'eau, s'entraîne. c'est comme, j'ai vraiment. Je pense que c'est pas comme la soif. perception d'effort, en fait. Là. Tu sais, c'est comme Ouais, exact. tu demandes à quelqu'un de le coter sur 10, ben, il est pas capable au début, puis là, demander, il s'habitue, Ouais. puis là, tu lui donnes des barèmes un peu. Ouais. Mais eux, mettons que tu as une échelle sur 8 ou sur 10, mettons sur 8, ça serait à partir de 4. T'es correct encore dans l'hydratation, mais à 5, 6, 7, 8, t'es dans la marde un petit peu, déjà. Ouais. Fait que il faut vraiment que tu t'ajustes par rapport à ça. Si c'est sur 10, c'est à partir de 5, ben là, tu devrais t'ajuster. À partir du neutre, si t'es dans le négatif, ben là, bois, puis ça va mieux aller. Mais je pense que ça s'entraîne. Comme on disait, là, clairement, là, même moi, que je voyais les échelles, puis je l'utilise plus ou moins avec mes athlètes, ça. Même quand j'étais coach en ski de fond, puis je vais peut-être l'utiliser plus maintenant, parce que clairement, ça s'entraîne, puis c'est not thirsty at all versus very, very, very thirsty. Des fois, t'es comme, ben, OK, c'est quoi la différence entre very, very thirsty puis very, very, very thirsty? C'est ça, là, c'est ça. Dans ma tête, il y a quasiment rien, mais au début, entre un 9 et un 10, il y a peut-être rien aussi c'est à ça. l'effort aussi. Fait que... Mais tant que tu le notes pas, tu t'entraînes pas à être capable de l'exprimer, ben tu le sauras pas. Là. C'est ça, exactement. Voilà, bref. Ensuite, ben, parlons de justement la couleur de l'urine, parce que ça, c'est un bon paramètre que tu peux évaluer directement à l'effort. Souvent, ben, mettons dans un marathon... Un bon gros disclaimer avant pour parler de la couleur de l'urine. Si vous buvez du Pica, votre urine va être jaune. Ah, ben ouais, à cause de la parlons donc vitamine ça. B et C. Ouais. Fait que c'est dur à gager quand tu prends du Pica. Ouais, clairement. Si tu te fies sa couleur de l'urine, tu vas tout le temps penser que tu es en grosse déshydratation. Ouais. Mais en fait, il y a la quantité aussi d'urine C'est ça. qui peut être parlons importante. de ça. Parlons de tout ça, là, mais exactement. juste un petit disclaimer que si vous prenez du Pica, c'est normal que votre urine soit jaune flash. Ouais, exactement. Fait que, tu sais, par rapport à la couleur, parlons de la couleur en premier. Ben, justement, c'est un outil vraiment facile parce que dans un ultra, mettons en marathon, on essaie de pas arrêter pisser, justement, mais dans un ultra de 5, 6, 7, 8 heures, à un moment donné, t'as pas le choix un peu. Malgré qu'il y a du monde de Ironman qui doivent pas faire puppy. non, Ils font puppy, ils se pissent dessus, ouais. exactement. Sur leur selle ou dans l'eau, je sais pas. Fait que des fois, c'est difficile. En fait, ça, on pourra en parler quand on parlera de la quantité parce que la question, c'est normal que tu n'aies jamais envie de pisser sur 9 heures de sport. Ça veut-tu dire que tu es déshydraté? Ben, théoriquement, je pense que oui, là. Ouais, je pense que oui, là. Ouais. Tu sais, honnêtement, j'ai pas la note ici, mais je pense que oui. Ça serait une bonne note à rechercher un peu, là. Parce que même, mettons que tu restes... mettons que tu consommes autant de liquide que t'en sues, là. Ouais. Tu restes baseline, à genre pile poil. Ouais. Tu vas quand même aller à la toilette? Normalement, tu vas quand même aller à la toilette parce qu'il y a quand même une quantité que tu n'absorbes pas. Ouais. Même si tu consommes 1,5 litre à l'heure, ben, tu vas pas assimiler 1,5 litre à l'heure. Fait que théoriquement, tu devrais quand même aller pisser. Puis marathon, c'est trop court pour que ça se traduise? Marathon, c'est quand même un peu court. Selon qu'est-ce que tu as fait avant aussi. Ouais. T'es-tu allé pisser avant ou t'es parti, t'as pas pissé pendant 1 heure, puis là, t'es parti. Là. Ouais. Je pense que ça a un impact aussi. Là. Ta réserve était où dans dans ta vessie au départ? Là, c'est à 0. Probablement que tu vas la maintenir pas très haute, puis t'auras jamais un déclenchement d'urine. Mais si elle était déjà à 50%, je pense qu'à 50%, c'est déclenché déjà même. Là. Fait que, je pense que là, tu veux... Parlons de la couleur. Ouais, la couleur. Justement, c'est un outil facile, peu coûteux pour monitorer ton état d'hydratation. Et justement, la concentration, la couleur de l'urine fluctue inversement avec son volume. Donc, plus tu es déshydraté, moins tu vas avoir de volume, plus souvent la coloration va être foncée. C'est dû à quoi la coloration de l'urine? Ben, c'est influencé par l'alimentation, les médicaments, les suppléments qu'on va prendre, justement, la nature de l'activité elle-même, la quantité de liquide qu'on va prendre, puis même la dégradation de l'hémoglobine, justement, sanguine,
qui va entrer dans l'urine pour entrer en déchets, finalement. Une urine normale, ça devrait ressembler à quoi? Mais là, on parle d'une échelle, encore une fois, de 1 à 8. Et là, l'urine normale, c'est une urine jaune claire et limpide, selon les études, qui représente un taux d'hydratation normal. Donc, imaginez-vous une échelle de 1 à 8 dans votre tête. Le premier, c'est quasiment beige un peu, là. C'est jaune très pâle beige. Ouais, exactement. Puis 8, là, on est rendu dans le orangé, même verdâtre pour certains quasiment. Là. Ouais. Puis moi, pour parler de mes expériences personnelles, on peut se rendre à brun, orange. Mais quand ça se rend à brun, tu vas à l'hôpital. Ouais, exact. Ouais. Ou c'est parce que tu es en train de faire un ultra de 160 kilos, puis là, tu es en train de... Encore là. On appelle ça la rhabdomyolyse, en fait. D'après moi, il faut t'arrêter, là. C'est une dégradation un peu protéique, musculaire, là, à cause de l'impact, à cause de... Il y a des maladies qui peuvent causer ça chez des personnes qui font rien, qui ont été assis sur ton divan. Mais si c'est à l'effort, faut peut-être que tu parles à un des médecins qui est là puis essaie de voir si c'est correct ou pas, il va te donner le go ou pas pour repartir. Là, mais normalement, c'est pas idéal. Fait que de 1 à 8, on peut qualifier ça. Puis encore une fois, notre neutre, c'est le 4. Fait qu'à partir de 4, on est encore correct, mais on tombe dans un état de déshydratation qu'on appelle. Et l'urine problématique qu'on appelle, c'est la jaune foncée. Puis justement, ça peut être un signe de déshydratation, d'insuffisance et de troubles rénal aussi même. Là. Fait que quand on fait de l'ultra, les troubles rénaux sont connus comme étant un des effets de l'ultra justement. Fait que faut quand même monitorer ça à l'effort de façon adéquate. Et par rapport à quoi on se base pour évaluer la couleur de notre urine, justement? Eh bien, si on veut être sharp là-dessus et l'appliquer dans notre entraînement et l'appliquer à la compétition, il faut le faire pendant environ 7 jours consécutifs le matin. Fait que quand tu te lèves le matin puis tu n'as pas fait d'excès, fait que tu n'as pas viré une brosse la veille, tu n'as pas passé 6 heures dans le désert sans de boire de l'eau, etc. Ouais. Donc, dans un état normal d'entraînement, mettons une semaine 2 de ton plan, là, que tu manges normalement, tu bois normalement. Le matin, quand tu te lèves, c'est quoi? Ça, c'est ton baseline, qu'on va dire. Puis à partir de là, ça devrait être ta plus claire et limpide, on va dire. Là, c'est 1 ou 2. À partir de là, tu peux voir, tu faire ton échelle jusqu'à 8 pour voir c'est où que ça se situe. Puis comme je dis, à partir de 4, c'est plus problématique. Là. Fait que quand ton urine est vraiment plus foncée. Le matin, ça devrait être ton baseline? Oui, en fait, c'est que c'est ce qu'ils disent dans les études, là, ton urine matinale, ça devrait être ton baseline le plus clair, le plus, je te dirais, le normal, on va dire. Mais mettons... Ça dépend aussi. Mettons quand je bois vraiment beaucoup, là, puis que là, je me mets à aller pisser souvent, là, ça devient clair. Là. Mais le matin, c'est jamais clair de même. Non, c'est ça, exactement. Fait que c'est pas un état normal d'hydratation. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais, fait que par rapport à un état normal, c'est que tu as été en sommeil 8 heures, t'as pas eu de surhydratation, etc. Même quand tu bois 3-4 bières, ta pisse au début est bien claire. Mais le lendemain, quand tu te lèves, elle est moins claire. Là. C'est juste que là, tu avais beaucoup de liquide. Je comprends. Fait que c'est pour ça que le 1, c'est pas transparent, c'est jaune quand même. Ouais, c'est un peu jaune aussi. Okay. C'est ça, exactement. Parce que transparent, ça pourrait être 0 finalement. C'est ça, je comprends. Ouais, exactement. Donc, justement, c'est la mesure comparative en termes de quantité puis en termes de couleur que tu veux avoir. Donc, la quantité, à toi de voir comment tu veux la mesurer. Ça peut être à l'œil, au débit. Sinon, si tu veux te pisser dans une bouteille pour voir la quantité. Dans un bécher, là. Exactement. Ça peut être intéressant. Mais si tu veux le faire normalement. Surtout de laver la tasse à mesurer après ou l'acheter, là, mais tu fais ce que tu veux avec, en fait, là, ça ne m'appartient pas. Mais c'est ça. Fait qu'on veut avoir un 7 jours où on le fait pour voir le volume puis la couleur, ça ressemble à quoi, puis faire notre moyenne à partir du jour. Ce qui est quand même une belle méthode, je trouve, très intéressante puis qui est pratique, à part le fait de pisser dans un pool ou de... honnêtement, moi, en termes de quantité, je le sais un peu. Fait c'est plus la couleur. C'est ça, exact. Puis, mettons, avec les athlètes, comme on a déjà parlé, moi, c'est plus la couleur qu'on va évaluer. La quantité, je pense que... De toute façon, dans une ultra sur le bord d'un arbre, c'est rare que tu es rendu à calculer la quantité. C'est ça, tu peux pas vraiment. Tu vois la couleur, tu vois, c'est correct ou c'est pas correct, là, finalement. Là. Fait que ça ressemble à ça, justement, pour l'urine. C'est par rapport à votre baseline de 7 jours consécutifs, couleur, quantité, pour voir si pendant que je m'entraîne ou après, ou même ça peut être dans la journée, en termes de récupération, c'est important de bien s'hydrater. Fait qu'à partir de là, c'est quoi mon état hydrique. Et à la compétition, moi, ça m'aide souvent parce que justement,
dans un ultra, ça m'est arrivé souvent justement de commencer à pisser jaune très foncé, qui tirait sur le brunâtre un peu des fois, puis faire OK, là, je suis déjà un peu trop loin, fait que je vais réduire mon intensité, je vais boire vraiment plus pendant la prochaine heure pour essayer de rééquilibrer ça, pour être correct. Là, le poids? Fait intéressant juste avant pour tout ce qui est puppy. Est-ce que la caféine, qui a un effet diurétique normalement, à l'effort, est-ce que dans un ultra, mettons, qui dure 3-4 heures, 5-6 heures, est-ce que c'est pas bon d'en prendre parce que ça a l'effet de te faire pisser plus, justement, dans un environnement chaud? Question que je te pose. Ouais, je sais pas. Ça a été mesuré par plusieurs études. Ouais, OK. Vite de même, j'aurais tendance à dire que non, parce que j'ai pas l'impression que l'urine, c'est ça qui te déshydrate tant que ça. Ben, en fait, c'est que selon ce que j'ai trouvé, le caféine à l'effort n'aurait pas d'influence sur ton équilibre hydrique. C'est ça. Donc, il y aurait l'effet diurétique pourrait être, faudrait parler à des spécialistes là-dessus, mais pourrait être diminué. Justement. Donc, tu aurais l'effet stimulant, mais il y aurait moins d'effet au niveau de diurétique. Dans le fond, que ça influencerait moins la quantité de pipi que tu vas aller faire après ou pendant l'entraînement. Donc, c'est pour ça qu'on recommande de prendre la caféine à l'effort, justement. Surtout pour le très long aussi. Là, même si tu es dans un environnement chaud qui est favorable à beaucoup de sudation, on pourrait penser qu'on ne veut pas pisser plus pour garder notre eau un petit peu plus. Non, au contraire, il y a 3-4 études que j'ai trouvées qui disaient non. Tu peux garder les mêmes recommandations, même si c'est très chaud et c'est très long au niveau de la caféine. En termes de poids maintenant, et là, on entre dans la partie la plus intéressante. Donc, la perte de poids, en fait, souvent, ça vient, la perte de masse corporelle, en fait, à l'effort, ça vient de l'hypohydratation pour la plupart du temps, t'es déshydraté un petit peu. C'est catégorisé par un déficit d'eau corporelle dans le corps, justement, une déshydratation aiguë, et ça fait, selon les études, diminuer drastiquement la performance. Donc, quand on veut performer, on veut maintenir un état qu'on va parler, justement. Donc, de 1 à 2 % de perte de poids corporel, il n'y aurait pas vraiment d'impact négatif sur la performance. Certains diront même que ça peut t'aider un peu parce que plus la course avance, plus t'es léger, donc tu peux ratio poids-puissance peut être intéressant. À discutable, mais quand même. À partir de 3 % et on peut aller jusqu'à 10 %, il y aurait des impacts négatifs notés. Modérés, par contre, mais significatifs sur la performance. Jusqu'à 10 % modéré. 10 %, oui. Exactement. Et à partir de 10 %, c'est sévère et dangereux. Ouais, 10 % c'est dangereux pour ta vie. 10 %, Ben ça, c'est selon ce que j'ai sorti des études, mais je pense pas que. Je pense qu'à déjà à 5 %, t'es un petit peu dans la merde. Là, tu dois le sentir déjà à 5 % là. Ouais, je pense qu'il voulait être un peu alarmiste sur le fait, mais à partir de 3, là, peu importe, à partir de 3, tu as des effets négatifs significatifs sur ta performance en tant que telle. Il y a beaucoup d'études justement qui affirment que la performance est significativement diminuée à partir de 2 % dû à l'hypohydratation et que justement cette perte de poids de 2 % est associée à une diminution du volume vasculaire. Donc, comme je disais tantôt, il y a moins d'eau dans ton sang, donc il devient plus visqueux, donc ça augmente la contrainte cardiovasculaire qu'on dit, puis ça va diminuer l'efficacité de ton corps à transporter l'oxygène à tes muscles, même les supra-énergétiques à tes muscles, parce que ton corps, il travaille plus fort, ton sang est plus épais, donc c'est plus difficile à ce moment-là. Il va y avoir une diminution du volume d'éjection systolique, donc la quantité de sang que ton cœur est capable de pomper va être diminuée. Il y a une diminution de perfusion des glandes sudoripare périphériques et ça affecte sévèrement la thermorégulation. Donc, quand tu as une perte de 2 % et plus, tu vas affecter ta thermorégulation et la capacité de tes glandes sudoripare à être efficace. Et ça va drastiquement faire augmenter ton temps de récupération. Et si c'est pendant l'effort puis que ton effort est soutenu, mettons, tu es rendu à 3 % déjà puis il te reste 3-4 heures de course à faire, ton temps de récupération pendant, ça va affecter énormément ta performance. Mais après aussi, on va te prendre peut-être 24 heures de plus à récupérer en tant que tel. Fait que quand tu te rends à ce point critique-là. Moi, les fois, parce que je me suis rendu, mettons, là, dans des gros trainings dans le show. Quand je m'entraînais l'année passée, des longues heures en forêt là, pour de l'ultra, puis que je passais des 5 heures, puis que des fois, man, j'allais tellement loin dans comme le show puis la déshydratation que le lendemain, quand je me réveillais, j'avais l'impression de m'être fait passer dessus par un truck. J'étais pas capable de lever mes fréquences cardiaques. Fou, je montais les marches, j'étais essoufflé, j'étais comme Chris, c'est quoi je viens de pogner là, tu sais? Puis je suis sûr que c'est lié à ça.
Parce que c'est tout le temps le lendemain des journées où est-ce qu'il faisait vraiment, vraiment chaud, puis que je me traînais crissement les pieds à la fin parce que j'avais de la misère à tu vois, c'est intéressant. assez, Mais mettons que ces jours-là, tu avais perdu 5% de poids corporel. 5%, traduis ça, 5 kg égale litre d'eau. Là. Ouais. C'est basic, mais c'est ça quand même. Mettons que tu as fini ta course, il était 4 heures de l'après-midi, tu as perdu 5. Mettons que tu pèses 100 kg, tu as perdu 5%, c'est 5 litres. C'est pas ton cas, là, mais c'est ça quand même. Essaie de boire 5 litres après. Là. C'est impossible. Puis tu veux, même si tu le cales, tu cales 3 litres après, tu vas pas l'absorber. Hein, tu vas le repisser le 3/4. Fait qu'il faut que tu le fasses sur un long terme. Puis t'as-tu le temps avant de te coucher de reprendre ça? À ce point-là. Fait que c'est pour ça que le temps de récupération devrait vraiment... Parce que ton corps, il y a une certaine capacité d'absorption qui peut pas être vraiment excédée. Puis le reste, il va le pisser. Comme n'importe quoi, comme les protéines, si t'en prends trop, tu vas les éliminer un peu. Le glucide aussi. Bon. L'eau, c'est la même chose. Donc, si tu n'as pas assez de temps pour ingérer ça ou si tu n'as pas la capacité parce que tu as de la route à faire après, etc. Il faut que tu te couches en nez pendant que tu te couches, tu bois plus. Là. Exactement. Fait qu'à un moment donné, ça devient un facteur limitant. Fait que ça va doubler quasiment ton temps de récupération après. Fait que c'est vraiment un facteur qu'on néglige, mais qui est vraiment problématique souvent. OK. Fait que, justement, petite parenthèse là-dessus. On peut perdre du poids avec justement la déshydratation, la sudation, mais on ne devrait pas prendre de poids non plus dans une compétition. Parce qu'il y a souvent des gens qui vont utiliser la stratégie de l'hyperhydratation. Qui, selon certaines études, peut être bonne dans certaines conditions, mais la majorité du temps, ça ne donne pas grand-chose de le faire. Si, par exemple, tu n'as pas accès à des points de ravitaillement efficaces dans la course, si c'est très loin, là, tu peux le permettre un peu. Mais pendant l'effort, se surhydrater, ça peut amener plein d'effets négatifs, justement. Un excès d'eau dans l'organisme, une augmentation de la masse corporelle, justement. Il n'y a pas vraiment d'avantage physiologique sur la performance. Il y a une diminution de la concentration sanguine de sodium qui peut t'amener à de l'hyponatrémie qu'on appelle, donc trop d'eau dans ton corps, pas assez de sel pour l'absorber, etc. Donc l'hyperhydratation, ça peut être correct dans certaines conditions, mais on essaie de l'éviter pour pas justement prendre du poids. L'idéal, là, c'est comme on disait, là, d'être en bas du 2%, mais le vrai idéal, c'est l'hydratation qu'on dit. Donc moins de 1% de perte de poids corporel, c'est là qu'on aurait le moins d'effets négatifs qu'on appelle justement l'hydratation. Et là, j'ai sorti comment on fait pour calculer ça, justement, combien on perd, c'est quoi notre quantité de liquide qu'on devrait ingérer, justement, à l'effort. J'ai sorti, on appelle ça une Case Series Observation. C'est du chercheur Smith et collaborateurs en 2021, vraiment très intéressante comme étude de cas, on va dire, élargie un petit peu, là, qui étudie sur 13 athlètes de l'ultra-endurance entraînés qui complétaient une séance par semaine pendant 24 semaines, de 30 à 40 minutes selon les semaines, mais 30 à 40 minutes de vélo ou de course dans 3 conditions différentes. Soit le low qu'on appelle, donc moins de 10 degrés. Le modéré ou mid qui était entre 10 et 19 degrés et le high temperature qui était à 20 degrés plus, et ça c'était calculé avec un wet bulb globe qui est très intéressant comme outil si vous voulez vous en procurer un. Ça mesure la température directe du soleil sur le globe justement, et ça prend en considération l'humidité, le vent. Ça calcule le vent aussi et l'angle solaire. Okay. Donc, ça a vraiment, pour la radiation solaire, ça peut être très intéressant, puis ça peut avoir un impact justement sur la variabilité de la température. Des fois, c'est écrit 20, mais finalement, tu le sens comme 24 parce que l'angle fait que c'est ça. Fait que dans cette étude-là, vraiment très intéressante, comme je le disais, là, il y avait une durée d'à peu près 30-40 minutes, les séances. Dans les ranges, là, dans les low range, donc moins de 10, ça tournait autour de 5 degrés environ les séances. Parce que ça a été fait 5 degrés Celsius. OK, il faisait à peu près 5 degrés. Oui, à peu près. Fait que dans le fond, on avait... probablement aux États-Unis, ils ne révélaient pas l'endroit, là, mais au début, ils calculaient en miles, pas en truc, donc ça les jinx un peu. Donc, 5 degrés Celsius. Les mid de 10 à 20, tantôt que j'ai dit, c'était autour de 14 degrés Celsius. Et les highs, c'était autour de 24 degrés Celsius. Donc, la majorité, la moyenne de ce que ça donnait. Puis la moyenne de temps, c'était environ 40 minutes qu'on disait. Et donc, dans cette étude-là, comment ils mesuraient justement la quantité de sueur, et ça, c'est très intéressant.
Donc, je vais vous parler de la formule juste un petit peu plus tard, mais les résultats qu'ils ont eu par rapport à ça sont super intéressants dans le sens que au niveau relatif, donc quand on parle de relatif, on parle de l'athlète lui-même par rapport à son poids, puis je vais vous nommer en absolu après le chiffre, ça donne à quoi. Donc, pour les séances à moins de 10 degrés, parce que tous les athlètes faisaient toutes les séances sur les 24 semaines, parce que 24 semaines, si tu fais le calcul, c'est 7-8 mois à peu près, fait que ça fait pas mal les saisons, printemps, été, automne, etc. Au niveau relatif, moins de 10 degrés Celsius, ça donnait 9,5 millilitres par kilogramme par heure, ce qui correspond en absolu à 0,67 litres par heure de sudation. 0,67 litres par heure. Okay, fait que c'est pas tout à fait un litre, là, on va dire 0,7 litres à l'heure si on veut extrapoler. Donc, si on a un débit, si mettons on pèse 70 kg, et j'ai fait le calcul parce que moi je fais de l'ultra souvent, puis je voulais voir à quel point c'était drastique. Sur une épreuve de 10 heures qui correspondrait à je sais pas, un 100 kg peut-être dans le bois, puis moi je pèse 70 kg, ben ça revient à 6,7 litres de sueur totale dans mon épreuve, si la température est pas mal stable, au-dessus de 20 degrés, ou en bas de 10 degrés. Autour de 5. Ouais, autour de 5, exactement. Fait que c'est 6 à 7, c'est ça, OK. Pour une épreuve, 6 à 7 litres c'est du stock, pour 10 heures. Puis là, tu t'imagines, mettons, tu mets 5 t'as ta heures, veste, mais t'as peu, continue parce que là, t'es à 5 degrés, là. Ouais, j'étais à 5. Puis, mettons, fait juste imaginer ta veste Salomon avec 200-500 millilitres. 6 à 7 fois les 2 flasques que tu perds. Sur 10 heures, en fait, si tu mets 500 dans chaque, ça fait 1 litre. Fait que dans le fond, c'est ça, exactement. 6 à 7 fois les deux ensemble. Les deux ensemble. Tabarnak, pour 5 degrés. 5 degrés. OK, continue. Ça, c'est intéressant. Puis là, on parlait, la deuxième condition qui était de 10 à 20, mais qui tournait autour de 15 degrés. En relatif, on parle de 10 millilitres par kilogramme par heure, ce qui n'est pas une augmentation vraiment significative, là, parce qu'on parle de 0,73 litres par heure en relatif. Et si je fais le même calcul pour un homme comme moi de 70 kg sur une épreuve de 10 heures, ça revient à 7,1 litres de sueur. C'est pas tant plus que ça. Sauf qu'en même temps, c'est facile d'imaginer ce qui s'en vient après parce qu'on a tous traversé le breaking point de comme une course à 15 degrés, une course à 5 degrés, ça ressemble. Parce que une course à 25 degrés, c'est notre affaire. Dans les études, ils disaient que c'était pas significatif, la différence. Mais là, c'est là qui est intéressant. Fait que là, on parle de 24-25 degrés. On parlait, et là, j'ai sorti les ranges parce que les ranges sont beaucoup plus intéressants, de 15 millilitres par kilogramme par heure, plus ou moins 7 selon plus ou moins 50%. Plus ou moins 50%. Puis si on prend le 15 en général, en absolu, ça donne 1 litre par heure. Et pour une épreuve de 10 heures à 70 kg, ça revient à 11 litres de sueur environ. C'est quand même vraiment... 11 litres de sueur, c'est énorme. C'est énorme, là. C'est énorme. Parce qu'on dirait que ça veut dire que tu bois tes 2 flasques par heure. Mettons que tu veux rester à 0. Ça veut dire qu'il faut que tu boives, mettons que tu as une veste Salomon, puis ça te prend 10 heures faire ta course, il faut que tu boives tes 2 flasques à toutes les heures. Absolument. C'est impossible de faire ça. Puis selon le calcul, ça, c'est la limite inférieure. Parce que le début de sudation inférieur, c'est 1,1 litre par heure pour un gars de 70 kg ou une femme de 70 kg. Puis la limite supérieure, c'est 1,5 litres par heure pour 70 kg. C'est gigantesque, là. Ça veut dire que c'est 3 bouteilles. C'est énorme. Si 3 bouteilles à l'heure, c'est impossible de faire ça. Mais si tu veux avoir 0. C'est ça, exact, c'est ça. Tu veux avoir 0 perte de poids corporel. Ça, c'est ça la question, en fait. Parce que si tu fais le calcul, finalement, et on va le faire un petit peu plus tard, justement, mais tu peux te rendre à 2% sans perte de performance. Même si tu peux flirter avec le 3, c'est pas si grave. Donc, est-ce que tu as besoin de consommer, mettons, 1,1 litre? De rester à 0, non. Peut-être pas. C'est ça, exactement. Sauf que j'ai l'impression que, mettons, je fais juste le spinner là, dans mes expériences. C'est vraiment difficile de boire plus que 650 millilitres d'eau par heure d'activité en tu veux plus boire. Là. C'est ça. En fait, moi, je l'avais fait un peu le calcul. Puis essaie d'avoir des ravitaillements. Mettons dans un ultra, essaie d'avoir assez de ravitaillement pour remplir tes bouteilles à coup de 1,5 litres à l'heure. Man, oublie ça. Là. C'est ça. Il faut que tu en aies 3. Il faut que tu en aies une que tu mets en arrière. Puis moi, je l'avais fait le calcul quand j'avais fait. J'avais l'Ina Jundred qui est un 160 km dans le désert. Il faisait 32 degrés.
De 10h le matin jusqu'à 6h le soir, c'était 32 degrés. Puis j'avais fait ce calcul-là, j'avais fait un entraînement justement pour ça, pour voir je perdais combien. Puis j'avais estimé à 1,3 justement en litres. Puis j'avais calculé justement le 2%, ça correspondait à quoi justement. Puis justement, en buvant 1 litre à l'heure tout le temps, j'étais correct. J'allais pas perdre de plus performance parce que ma performance était de 17 heures, mais entre, par exemple, 5 heures du matin et 9 heures, il faisait 10-15 degrés dans le désert, c'est ça. Il fait très froid la nuit, puis très chaud le jour. Puis après 6 heures, ça descendait drastiquement, puis là, c'était moins que ça. Fait que, tu sais, mon taux de sudation allait diminuer un peu, mais j'ai quand même eu d'en face à la fin. Là, OK, ouais. Un litre, même 1 litre à l'heure, man, c'est impossible, quasiment. C'est tellement moi je l'ai liquide. fait je peux te dire que c'est possible là, parce que j'ai bu autant que ça pendant cette course-là. Mais dans le sens, excuse-moi, je me suis mal exprimé, c'est pas impossible, sauf que je pense... tu as une tolérance gastro-intestinale Premièrement, oui, il faut que tu t'entraînes pour que tu sois capable de le faire. Ouais. Mais deuxièmement, je pense juste à une course... je sais pas, man, Québec Méga Trail, 80 kilos, là. Il n'y a pas assez de ravitaillement pour être capable de faire ça. D'où la pertinence d'avoir 3 bouteilles. C'est ça, mais il y a une bouteille dans le dos, man. Ou les gens qui ont des hydrapacks à 2 litres. Là. Ouais, c'est ça. Ou il faut que tu ailles vite. Ou faut que tu ailles vite. Si t'es rapide puis que ça te prend pas d'énergie à être rapide, ben, tu vas être correct entre tes 2 ravitaux. Là. Mais il faut quasiment que tu acceptes de ralentir un peu. Faut quasiment que tu acceptes de ralentir un peu l'intensité puis de descendre en bas de 3% puis de dire c'est la fin d'un ultra, c'est normal que tu sois dans le rouge. Exact. Fait que là, on parle d'un ultra très long, là. Mais mettons sur un marathon. Mais même sur un Ironman. Ben, un Ironman, c'est ça. Oui, c'est ça, parce que c'est 10 heures. Là, c'est ça, exact. C'est mais mettons, tu prends un marathon qui dure 3h30, ben, tu peux te rendre à 2%. Fait que t'es pas obligé de boire 1 litre. En fait, je te déconseille de boire 1 litre parce que tu vas le sentir. Mais si tu bois 400-500 millilitres, tu vas pas te rendre à 2% probablement. Fait que tu vas être correct. Puis s'il fait très froid, ben là, c'est à la soif quasiment, là, comme on disait tantôt, mais c'est ça, pour tout ce qui va dépasser 3-4 heures, là, il faut que tu te poses la question. Ouais, ben pour la grande majorité du monde qui nous écoute, un marathon, c'est 3h30 en montant. C'est ça, exactement. Fait que ça rentre en considération. Exact. Fait que, mettons, au début, tu peux peut-être te permettre de moins boire un peu, mais à un certain moment donné, tous les ravitaux, prends-les, puis prends pas juste une petite gorgée. Fais attention pour bien boire le verre, quitte à ralentir un petit peu dans les ravitaux. Fait que là, on parle de 20 degrés plus, puis là, l'étude, eux, c'était 25 degrés là, à peu près. Là. Fait que c'est quand même intéressant. C'est une bonne diminution de performance quand même aussi. Là. Puis c'est une grosse quantité de liquide à absorber. Là. Ouais. C'est très intéressant. Fait que là, comment on fait pour calculer ça? Dans cette étude-là, en particulier, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'on prenne pour le calcul justement de sudation ou de perte de poids corporel pour ne pas se rendre au 3% ou essayer de limiter ça à 2% maximum. Donc, le sweat rate ou le taux de transpiration est égal au poids corporel habillé, pré, moins le poids corporel habillé post. Et là, dans cette étude-là en particulier, j'arrivais pas à trouver s'il parlait d'autres vêtements. Fait que dans le fond, je pense qu'il voulait dire que tu t'es changé. Ouais, parce que c'est pas tes vêtements de course, parce que dans l'équation, il y a les vêtements de course. C'est ça. Fait que, mettons, tu t'étais, je sais pas, en short, tu t'es pesé en short, puis tu t'es pesé en short avec les mêmes shorts après, mais c'était pas tes shorts de course nécessairement. Ouais, c'est ça, exact. Idéalement, on pourrait dire tout nu, là, mais bon. Ouais. Ensuite, bon, ça, c'est ton poids du corps habillé pré moins ton poids post habillé. Et là, tu fais le chiffre de ça peut être, je sais pas, on va dire 1 kilo, peut-être 2 kilos. Plus le poids de tes vêtements et chaussures mouillées post. Donc, mettons que tu as sué comme un cochon, comme on dit en québécois. Tu prends tes vêtements tout trempes, puis tu les mets sur la balance avec tes souliers. Et ça, tu le soustrais à quand il était sec. Fait qu'il faut que tu prennes le poids de tes vêtements avant. Sec. Avant et tu fais mouiller moins sec, là, ça te donne un autre 1 kg. Pourquoi à la place, tu fais pas juste te peser à poil au début? C'est ça qu'on va en venir, là, parce que ça, je te parle de l'étude qui me sortait. C'est con, là. ouais, c'est ça. Mais c'était pour avoir une certaine standardisation, I guess. Là. Et ça, tu l'additionnes à le poids de la nourriture que tu as consommée. Ouais. Donc, tu prends, mettons, si tu as une balance électronique, là, il faudrait que tu mettes ta bouteille, ton... Mais dans l'étude, ils consommaient de la nourriture pendant? Il y avait le droit. Mais il fallait qu'il mesure s'il faisait.
Okay. Même si c'était 40 minutes. Il y avait le droit de boire, il y avait tout. Fait qu'il fallait que tu prennes le poids avant. Bouteille incluse. Si tu avais des papiers, si tu mangeais un gel, c'était avec le papier. Puis quand tu avais fini, tu mettais la même chose sur la balance. Fait que si tu avais un papier qui enrobait ton truc, il fallait que tu le mettes vide avec la bouteille qui avait 100 ml de moins. Tu la mettais. Fait que là, tu prenais la différence entre les deux, pré et post. Donc, tu l'additionnais dans l'équation. Et ça, justement, ça te donne une quantité de kilogrammes. On va dire 4 kilogrammes qui correspond à des litres d'eau directement. Et tu divises ça par le temps ou multiplies ça par le temps et tu essaies de mettre ça sur 1 heure. Fait qu'on veut vraiment là, le poids ou les litres par heure dans le calcul. Là. Et ça, c'est la version vraiment compliquée. Moi, j'ai pas utilisé ça. Comme tu dis, c'est le fun d'être tout nu. Ça, là, mettons-nous tout nu. Donc, le taux de sudation vraiment plus simple encore, c'est avant l'exercice sans vêtements, pas mouillé parce que justement, quand tu as des vêtements mouillés, tu vas peser autant ou presque. Fait que sans vêtements mouillés, donc idéalement tout nu ou en boxeur ou peu importe, ou boxeur sec ou bobette sec, peu importe. Et on fait moins justement le poids après. Fait que ça va nous donner par exemple 2 kg. Et là, il faut additionner par exemple si on a pris des liquides. Si on veut bien le faire, on peut ne pas en prendre. C'est ça, pour 30-40 minutes, là, mettons, tu peux facilement faire ça. C'est ça. Ou tu peux le faire sur, pas sur une heure. Sans rien même manger. sur une heure, tu peux le faire sans. C'est ça, exact. Puis, tu sais, en fait, il faut que tu le calcules dans l'équation si tu le fais. Fait que, tu sais, là, il faut que tu mettes plus le poids du liquide que tu as pris. Fait que si tu en prends. Moi, je le conseille de le faire sans, justement, pour évaluer c'est vraiment quoi. Et si tu as été pissé pendant ton effort, ben, il faut que tu le mettre aussi. Fait qu'idéalement, tu essaies de ne pas aller pisser pendant cette période-là. Fait que si tu veux te compliquer le moins possible, poids avant en sous-vêtements versus le poids après en sous-vêtements, t'as pas consommé de liquide, t'as pas consommé de nourriture, puis t'as pas été pissé, justement. Puis ça te donne un chiffre, on va dire 2 kg, qui correspond à 2 litres. Donc, ça serait 2 litres par heure si tu as fait 1 heure. Sinon, tu fais l'équation de 3, puis ça va te donner sur l'heure. Justement. Ça, c'est la version très basic. Là, mais à quelle intensité étaient leurs intensités? Eux autres, il y avait des intensités. On parle de environ. Je crois que c'était des hommes en fait qui faisaient l'étude. Ils parcouraient entre 9 et 11 km de course en dedans de 40 minutes. Fait qu'il est quand même soutenu, là. Oui, c'est ça, soutenu, mais c'était des athlètes d'ultra-endurance entraînés. Fait que d'après moi, pour eux, c'était comme seuil aérobie max. Ils sont quand même, mettons, à 4 même pas. kilos. D'après moi, c'est la zone 1, là, c'est sûr. Ils sont à 5 flats, je pense, à peu près, là-dessus. Fait que, non, c'est un petit peu plus vite que ça, parce que ça va être à du 4,30. C'est quand même soutenu, là. Ouais, c'est un peu soutenu. Fait que c'est à peu près sûrement à seuil aérobie, zone 2, début zone 2, etc. Là. Fait que pour les bienfaits de l'étude, justement, pour avoir une représentation plus correcte d'un événement d'ultra-endurance, I guess. Là. Puis il y en avait un qui le faisait sur vélo. Puis lui, ça correspondait à environ 30 km/h, tu vois. Ouais. Fait que, c'est dur à dire, là. Ouais, c'est ça. Dans quelles conditions et tout, là, mais ça correspondait à du 30 km/h de qu'est-ce qu'il faisait pour à peu près un effort de 40 minutes aussi. Fait que, mais c'est ça, c'est une intensité pas tempo, mais un peu presque tempo. En fait. Fait qu'une fois que tu as cette statistique-là, tu peux après ça calculer qu'est-ce que ça... Vas-y. Non, vas-y, on va continuer. J'allais dire après ça, tu peux calculer qu'est-ce que ça représente 2%. Exactement. Qu'est-ce que ça représente 3%. Exactement. Puis là, tu peux te faire un plan si t'es pas assez confiant de ton envie de boire. Là. C'est ça, exactement. Ta sensation de soif, ton urine. Tu devrais, en fait, moi, je pense que tout ce qui est au-dessus de 60 minutes dans un environnement chaud et surtout humide, tu devrais. C'est sûr et certain que tu devrais faire un plan hydrique, selon mon expérience à moi. Puis la sensation de soif, je suis désolé, je pense pas que ça va te permettre de surtout avec la dégradation pas de l'état mental, mais de l'acuité mentale, là, justement, qui diminue tes perceptions, je pense que tu devrais te faire ton plein hydrique. Fait que ça, je peux te le calculer. Mettons, j'ai fait l'exemple, justement, j'ai fait 90 minutes de tapis roulant avant Javelina, justement. 90 minutes à 20 degrés Celsius. J'ai une perte de poids corporel de 2,3 kg. Donc, je fais mon calcul. J'ai consommé 0,5 litres, moi je l'ai inclus dans mon équation. Donc j'ai fait 2,3 plus 0,5, fait que ça me donnait 2,8 total en fait. Fait que mon taux de sudation c'était 2,8 litres pour, on va dire, mon 90 minutes. Donc ce qui correspondait à 1,86 litres
à l'heure. Ouais. À ce moment-là, c'est vraiment beaucoup. Puis moi, j'étais un gros sueux comme toi. Ouais. Là. T'étais-tu dehors ou en dedans? Non, j'étais en dedans, j'étais au PEPS dans la salle d'excellence. Ouais. Ouais, c'était vraiment beaucoup, en fait. Là. Mais sans, je veux dire, Je faisais de l'intensité, par exemple. sans je le faisais de vent l'intensité. dans ta face, Ouais, sans exactement. l'extérieur. Là. Ouais, je faisais beaucoup d'intensité. Je faisais du tempo long soutenu. Là. Fait que c'était quand même un effort qui était assez Mais élevé. il faut que tu recrées l'intensité de ta course Ouais, pour que ça vaille la peine Mais là, de faire ça. c'était au-dessus de l'intensité de ma course. Fait qu'en même temps, ça peut être correct parce que tu veux prévoir peut-être pour le pire, justement. Donc, mettons, on dirait 1,8 litres par heure. Ma perte de poids de 2%, c'est pour moi, de 70 kg, c'est 1,4 kg ou litre durant mon effort, ce qui correspond à 3 heures pour atteindre avec 0,5 litres de consommation. Après 3 heures, je perdrais 2%. Ouais. C'est à 0,5. Ouais. Si je prenais une gourde de 500 ml à l'heure, à 20 degrés, après 3 heures, après 3 heures, je serais à 2%. Puis là, je commencerais à perdre de la performance. Fait que si je consomme 0,6, je vais retarder. Selon la. Tu sais, je veux dire, c'est jamais drastique comme ça. Je comprends. S'il y a bien de la variabilité, c'est très gris, là, on va dire, mais ça te donne un chiffre. Là. Mais mettons, si je consomme 500 ml, après 3 heures, je vais commencer à perdre la performance seulement. Si je consomme 750, je peux quasiment doubler ce chiffre-là, 6 heures, 7 heures, etc. Je consomme 1 litre, ben, je le pousse au max. Puis ça, si la température est stable, si mon effort est constant, etc., s'il n'y a pas de changement de vent, etc. Fait que c'est quand même assez intéressant comme données. Fait qu'en sachant ça, je me suis ajusté justement pour Javelina, ce que j'ai pas fait pour mon 100 km route, parce que je suis arrivé là, oui, c'est vrai. puis j'ai fait absolument n'importe quoi. Puis tu vois, 0,5 litres, c'est à peu près ce que je consommais sur 100 kilos. Puis c'est à 3 heures. À 3 heures, ça a lâché. Ça a lâché directement. C'était des conditions encore plus suantes que d'habitude. Oui, puis en fait, c'était un 23 degrés extrêmement humide. 100% de saturation dans l'air. Gros brouillard. Versus Javelina, c'était un 32 à 0% d'humidité. Puis j'étais préparé, puis je le savais. Puis là, j'ai même pas pensé à ça, honnêtement. J'étais arrivé le matin de la course, j'étais comme, tu sais, il fait chaud, il va faire chaud. Mais j'ai même pas repensé à ce que j'avais fait à Javelina. J'ai juste fait mon plan de course que j'avais établi avant, sans la chaleur. Parce que la chaleur était même pas supposée arriver là. Il y a un front qui est arrivé. Puis tu vois, quand je regarde mes fréquences cardiaques, puis tout, ma course, c'est à 3 heures. Ça s'est mis à dérailler puis à chier complètement en consommant 0,5. Ça fait du sens. Ça fait du sens parce que ça correspond. Ça fait du sens avec ce calcul-là. Avec ce calcul-là. Fait que c'est vraiment intéressant comme phénomène. Puis, c'est pas la vérité absolue, là. Il y a plusieurs autres facteurs qui sont à noter, mais quand même. C'est quand même notable. C'est quand même. C'est plus qu'on pense. C'est vraiment. Oui, vraiment. C'est vraiment plus qu'on pense. Faut vraiment plus boire qu'on pense, en fait. Ouais, exactement. Je veux dire, je repense à toutes mes courses de ultra quand c'était en plein été, puis qu'après 20 minutes, j'étais tout trempe. Je veux dire, je buvais une bouteille. Tu sais, ma veste Salomon, je descendais à chaque 2 heures. Fait que j'étais à peu près à 500 millilitres à l'heure. J'étais à peu près à ça, dans le fond, là, à 0,5 litres. Fait que c'est sûr que j'étais under. Et comme de fait, ben, t'arrives à Saint-Tite-des-Caps, t'es défoncé. C'est ça, exactement. Là, tu te demandes pourquoi. Ouais, c'est ça, exact. Il fait chaud, mais c'est ça. Je sais pas à quel point. Là, c'est ça, exactement. Fait que ton corps, il en a déjà pas mal perdu à ce moment-là. C'est sûr, je vais faire un test. Oui, c'est vraiment intéressant. C'est super facile à faire. Là. Comme je te dis, poids avant, poids après. Bon, tu rajoutes dans l'équation si tu as consommé des liquides, si tu as été pissé, tu essaies de pas le faire. Mettons, tu peux le faire sur 1 heure. Là, puis, c'est ça, exact. Tu n'as pas besoin de boire. Non, c'est ça. Mange comme du monde avant, pèse-toi, puis... C'est ça, exactement. Fait que c'est quand même intéressant. Puis après ça, de faire le ratio, justement, 2% de mon poids, ça correspond à quoi? Puis là, si je consomme tant de litres, à partir de quand, à peu près, ça va commencer à être problématique. Puis à essayer de viser, justement, cette consommation de liquide-là. Puis là, ben, en même temps, là, je parlais, mettons, de... Bon, j'étais à 1 litre à l'heure, mais ça dépend de ta tolérance gastro-intestinale aussi. Fait que, il faut que tu t'entraînes à le faire. Mais c'est pour ça que de le tester, pour savoir c'est quoi, puis de t'entraîner à le faire, ben là, c'est là que tu gagnes. J'ai lu une étude, justement, qui est vraiment intéressante, qui notait, je me rappelle pas, je l'ai pas noté ici, mais c'était 2 conditions qu'ils faisaient pendant 1 mois qui empêchaient les athlètes de boire avant l'entraînement pendant 1 mois à certaines périodes. Puis après ça, un des 2 groupes, il réintroduisait l'eau avant et dans l'entraînement, en fait, pour augmenter leur tolérance gastrique à l'eau, en fait. Puis après ça, il y avait un TT 5 km, puis on observait vraiment des grosses différences de performance sur le avant-après pour ceux qui avaient accès à de l'eau pendant le 5
km puis qui avaient fait une adaptation gastrique à prendre de l'eau à l'entraînement versus ceux qui ne l'avaient pas fait, en fait. Ça fait quand même chier d'être dans le groupe qui te coupe l'eau. Ouais, faut que tu veuilles participer à l'étude en crise. Là. Ouais. Mais tu sais, à l'effort de 5 kilos, il y avait le droit à l'eau, les deux, mais c'est juste qu'ils ont des groupes. Qui étaient habitués avant. Il y avait eu, je pense, 6 périodes d'acclimatation pour reprendre de l'eau à l'entraînement versus ceux qui ne l'avaient pas fait. Fait que tu vois que ton système gastro-intestinal, il s'habitue, mais si tu lui enlèves, il perd la capacité rapidement aussi. C'est comme manger des glucides, c'est comme n'importe quoi. Fait que si tu veux être capable de prendre 1 litre à l'heure, ben, il faut que tu sois... c'est ça. Puis en même temps... je conseille pas nécessairement à tout le monde de prendre 1 litre à l'heure. Là. Je veux dire, il faut que ça soit dans des conditions chaudes, etc. Si tu es à 10 degrés, ben, le calcul, je l'ai dit tantôt, les chiffres, là, fait que rewind un peu, va voir ça correspond à quoi. C'était 500 ml à l'heure à peine. Ben, c'est correct. Tu n'as pas besoin de te surhydrater parce que te surhydrater, ça l'amène d'autres problèmes qui diminuent ta performance aussi. Là. Fait que c'est simple, mais en même temps, c'est pas simple. Ben oui, mais je sais pas si tu as déjà vu, tu as déjà expérimenté l'hyponatrémie, toi? Qui correspond à, mettons, trop d'eau. C'est une bonne question. Je ne sais pas si c'était ça ou autre chose. Là. Okay. Moi, je l'ai déjà vu dans une course que je buvais bien trop. Puis je l'ai pas su sur le coup, mais je l'ai recherché après. Puis c'est mes mains qui enflaient. Ah ouais? Énormément. Ouais. Il était vraiment rendu gonflé. Puis sur le coup, j'ai pas allumé. Mais j'avais pas. Je sentais qu'il y avait de quoi qui se passait, de pas correct. J'avais fini ma course quand même en buvant de la même façon. Puis après ça, j'ai été faire des recherches justement. Puis c'est un des symptômes de boire trop. Parce que je pense qu'il faisait 15 degrés, mais j'avais bien trop bu. Puis je m'en venais enfler. Puis c'était une course de 6-7 heures, je pense. Là. Puis j'avais été voir. Puis tu sais, ça peut être d'autres choses qui te fait enfler en général, mais ça, c'est un des facteurs que. J'avais mes mains qui étaient vraiment rendues. Ballonne un peu, c'est intéressant. Puis c'est ça, tu te sens pas mieux non plus quand t'as bu trop. Là, fait que faites attention avec ça quand même. Exact. Voilà. Wow. Ça fait le tour, je pense. Très cool, man. C'est un bon petit masterclass. Essaye d'avoir peut-être Ben pour toutes les boissons. Ouais, on en avait parlé un petit peu dans le dernier Q&A, mais ça va revenir, c'est sûr. Ouais, c'est quand même intéressant. Puis voilà, buvez, mais faites-le intelligemment. Pas Calculez trop. vos affaires. Moi, c'est ça que je vais faire. Là. Je vais faire le test pour de vrai parce que ça m'a trop... Maintenant qu'on a eu cette conversation-là, je repense à toutes mes courses... toutes mes DNF, là, je veux pas mettre la faute de ça. Il y a plein de raisons pourquoi je DNF. Là. La fortitude mentale étant une des premières raisons. Mais en même temps, comme on disait, quand tu es déshydraté, ça fait perdre ton acuité mentale. Moi, j'ai l'impression qu'il y a ta motivation. Souvent de ça. Fait que, si tu es totalement déshydraté, peut-être que dans une condition hydratée, tu l'aurais pas fait ton DNF parce que tu aurais été plus psychologiquement. Puis les fois que j'arrivais, là, il me manquait d'eau après puis qu'il restait 4 kilos avant le ravito, là, c'est le pire. C'est un killer, ça, man. Ouais. D'où l'importance dans les longs ultras. Peut-être que tu n'en feras plus, là. Tu dis que tu n'en feras plus, tu vas peut-être en refaire. Là. Mais justement, si tu vois que tu as un 15 kilos entre 2 ravitos, prévois-toi donc un autre vide dans ton sac en arrière. Remplis-la. Si tu l'utilises, tu l'utilises. Si tu l'utilises pas, ben t'as vide quand tu arrives au ravito. Puis après ça, tu as 7 kilos entre les deux autres, ben c'est correct. Mais si tu as un long chemin entre les deux, prévois-le. Là, moi, souvent, maintenant, là, j'essaie de les faire rapidement. Fait que j'ai juste une gourde sur moi tout le temps. Fait que j'essaie que ce soit des 30-40 minutes entre les ravitaux. Puis quand je vois que c'est 1h, 1h10, ben là, j'ai une gourde à main que j'ai cachée dans mes shorts ou dans ma ceinture de taille là, pour le remplir. Juste au cas, là. Puis je la bois en premier, je la remets là. Puis après ça, je bois celle qui est dans ma ceinture de taille. Là. Fait que, faut que tu adaptes tes stratégies selon les distances et selon la chaleur. Intéressant. Très cool. Merci beaucoup, man. Yes. C'était super cool. Puis on refait ça très prochainement. Yes.